Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Eh bien, c'est comme du nouveau en politique américaine. Vous allez me dire, il y a beaucoup de nouveau avec Donald Trump, mais le thème de l'expansion du territoire, là, sincèrement, c'était comme disparu pendant des décennies et des décennies. Chaque pays avait son territoire, incluant les États-Unis. Et là, tout à coup, Donald Trump, le Groenland, le Canada, même le canal de Panama. Et là, en fin de semaine, dans un discours à Las Vegas, pour la première fois, il a nommé ça. Ça fait des années que notre territoire, le pouce par pouce, il est de la même grandeur. On pourrait changer ça. Gilles Laporte, historien et conférencier, est avec nous. Bonjour. Hello. Parce que, bon, vous, comme historien, pendant des siècles, les années... le millénaire précédent, c'était juste ça, l'histoire des peuples. C'était d'agrandir son territoire tout le temps. Là. Parfaitement. Les États-Unis, comme tous les autres, d'ailleurs, les États-Unis, depuis leur constitution, en revanche, renoncent à avoir des colonies. Effectivement, quand tu viens de faire ta révolution, tu entends et inscrit dans ta constitution que jamais les États-Unis n'auront une colonie. Une colonie britannique, voilà, donc ils ont dit on fera jamais de colonie. Donc, mais en revanche, ils se sont dit, dès qu'on a une pétition de d'un territoire représentant 60 000 habitants, nous leur proposons d'adhérer à l'Union des États-Unis. Alors, c'est comme ça qu'ils se sont d'abord étendus. Donc, des adhésions dites volontaires. Exactement. Après les 13-14 colonies, ça va devenir les 50 États qu'on connaît. Bon, par contre, dans l'agrandissement du territoire, il y a des transactions. Là. Les États-Unis ont carrément... Ce qu'ils veulent faire avec le Groenland présentement, ils l'ont déjà fait. Là. Oui, ça là-dessus, M. Trump invente rien. La coutume est prise depuis 1803, quand ils ont acquis la fameuse Louisiane, un gigantesque territoire. Puis l'Alaska... C'est pas mal plus grand que la Louisiane d'aujourd'hui. Là. Ça allait jusqu'à l'Alberta, M. Dumont. Là. Fait que ça comprenait effectivement tout le bassin du Missouri, de l'Ohio et du Mississippi. Donc, tout ce qui est au sud des Grands Lacs. En dollars d'aujourd'hui, on dirait que ça n'a pas été payé cher. Là. Non, écoutez, là, ça c'est clair qu'on n'aurait pas un coin de rue de Montréal pour ce prix-là aujourd'hui. Là. Ça a coûté 10 millions. Voilà. En 1803. L'argent n'avait pas la même valeur, on se comprend. Non, mais Napoléon a dû casser, vraiment tirer parti de cette opération financière-là pour poursuivre sa guerre en Europe. Puis, parce que c'était ça l'histoire. Là. Ouais. Napoléon a besoin d'argent pour la guerre en Europe et qu'il a vendu la Louisiane. Parfaitement. Et ça va être énorme parce que ça va causer des conflits avec la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne aussi avait des intérêts, le Canada notamment. Et là, évidemment, l'acquisition de la Louisiane va créer la fameuse guerre de 1812 qui aurait pu aussi correspondre à une accroissement du territoire, hein, la guerre dans le Haut-Canada et tout le reste, la bataille de Châteauguay. Mais finalement, c'est contre le Mexique qu'on va se tourner. En 1845 et 48, grosse acquisition, encore une fois, vont tomber dans l'escarcelle américaine, l'Arizona, la Californie. Le Texas? Non, Texas, si vous Texas permettez. Texas était comme rentré, mais ça l'a confirmé, là. Texas, c'est un beau cas d'école parce que c'est d'abord une province du Mexique et ils vont faire leur indépendance, là, les fameux Texans, les Rangers du Texas. Et c'est ensuite qu'ils vont demander une pétition d'adhérer aux États-Unis, c'est en 1845. Mais dans les faits, ça n'a pas arrêté ainsi de s'étendre jusqu'au Pacifique. Quand le Pacifique est atteint, on a l'impression, comme vous disiez, que c'était terminé là, l'expansion. Et là, on a atteint ce qu'on appelle la frontier, là, c'est-à-dire 1890, il n'y aura plus de grosses acquisitions parce que le territoire du Pacifique à l'Atlantique est globalement occupé. D'ailleurs, il reste l'Alaska. L'Alaska va déjà avoir été acquis, mais on compte. La Russie. Voilà, parce que à chaque fois que les États-Unis acquièrent un nouveau territoire, ils invoquent toujours que c'est pour libérer un territoire du statut de colonie. C'est comme ça que le Texas, une colonie du Mexique, on n'en veut plus. La Louisiane, c'est pour libérer une colonie. L'Alaska, parce que c'est une colonie russe, disait-on à l'époque. Fait que c'est un peu, ils teintaient leurs intérêts de bonnes intentions en disant qu'ils voulaient libérer des peuples opprimés par les colonies. C'est ainsi aussi qu'ils vont accroître du côté d'Hawaï. Ensuite, le Porto Rico en 1898. Vous savez, cette petite île au large de la... Mais qui, elle, n'a jamais acquis le statut d'État américain, là. Fait partie des États-Unis, mais dans un statut intermédiaire. Ils sont quelques territoires comme ça, comme les îles Samoa, les îles Marshall, Okinawa et bien sûr le Porto Rico, parce qu'on n'en veut pas à cause que le niveau de vie, disons, des États-là bénéficierait pas à l'Union des États-Unis. Fait qu'ils ont un statut intermédiaire. Dans les manuels, on appelle ça protectorat ou Commonwealth, peu importe. Mais de facto, ce sont des assemblées. Ils ont des assemblées locales, représentatives, mais ils n'ont pas de représentants au Congrès des États-Unis. C'est ça. Ils n'ont pas deux sénateurs au Sénat comme les autres. Voilà. Comment on ramène ça? Qu'est-ce qu'on doit penser de Trump qui ramène ça dans l'actualité? En fin de semaine, son discours à Las Vegas était très clair. Là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça. Notre territoire est le même pouce pour pouce, là. Puis là, ramène cette idée d'une vision expansionniste. Puis là, je veux dire, qu'on le veuille ou non, le Canada comme 51e État, ça semble être dans le plan.
plus immédiat, il veut acheter le Groenland. On parle d'une conversation de 45 minutes, là, très, très, très dure avec la première ministre du Danemark. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ben là, vous avez un historien ce matin qui vous parle d'expansion et les gens sont peut-être étonnés. C'est parce qu'effectivement, il y a eu une longue pause d'à peu près un siècle. Pendant ce siècle-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'est passé les grandes guerres mondiales et surtout la guerre froide. C'est-à-dire, pendant cette période-là, qui a occupé le plus clair des années 1900, là, les États-Unis étaient alliés à d'autres États européens, dont l'Espagne, dont la Grande-Bretagne, afin d'établir entre eux, là, ça va devenir les pays de l'OTAN, entre eux un modus vivendi à l'effet que, OK, on se chicane plus entre nous, parce que l'ennemi, il est plus grand désormais, c'est l'Allemagne nazie, puis ensuite, ça va être l'Union soviétique. C'est pour ça que la guerre froide va un peu congeler la géopolitique, notamment en Amérique du Nord. Et là, tout à coup, les gens s'étonnent qu'on revienne. En fait, on parle d'acheter avec de l'argent comme on le faisait auparavant. On parle d'utiliser les tarifs à des fins agressives, des tarifs douaniers. On parle aussi... C'est une rhétorique que les Américains avec lesquels ils sont familiers. Quand l'expansion territoriale, c'est dans la mentalité américaine. Mais là, quand vous en parlez, là, vous êtes comme à un cheveu d'utiliser le mot conquérant, là. C'est-à-dire que depuis au moins le 19e siècle, il y a quelque chose qu'on appelle la destinée manifeste, qui dans la mentalité américaine très inconnue au Canada, les gens savent pas ça, mais aux États-Unis c'est profond, c'est à l'effet que les Américains ont une mission providentielle. Cette mission-là consiste à libérer le monde des dominations non démocratiques des rois, des reines. La destinée manifeste est au cœur de la doctrine américaine, non pas d'expansion de conquête, mais celle de libération mais derrière ça, il y a providentielle. ces animateurs de radio ou de télé aux États-Unis qui étaient surpris qu'au Canada, on soit pas honoré. Parce que si les Américains considèrent de faire de toi un autre État ou de t'inclure ou de t'annexer, tu devrais être honoré. C'est ça, le sous-entendu, c'est que c'est tellement extraordinaire être américain que si on te l'offre, t'es pas supposé régimber ou t'es pas supposé mettre le frein, là. Parfaitement. Ça tient à deux mentalités. La première, c'est qu'ils ont convaincus dans leur fort intérieur que la Constitution des États-Unis est un chef-d'œuvre de représentativité, puis en ce sens, tous les humains devraient en être honorés. Le deuxième, c'est qu'ils ramènent beaucoup ces questions-là à des niveaux de vie. Lorsqu'on leur parle d'équité, de système de santé, de justice sociale, ils n'ont rien à faire avec ça. Eux, ce qu'ils regardent, ils ont les yeux rivés sur le PIB par habitant. Et en ce sens, pour des gens qui valorisent par-dessus tout la richesse matérielle, de fait, de facto, être membre des États-Unis, c'est être membre d'une nation qui est objectivement plus riche que la plupart des pays du monde. Le Québec, par exemple, se retrouverait en peloton de queue, là, entre la Virginie occidentale puis la Caroline du Sud en termes de revenus. Mais évidemment, il y a d'autres critères dont ces gens-là aux États-Unis tiennent peu compte. Mm-hmm. Comment on inscrit Trump? Parce que bon, lui, il semble avoir quelques héros dans le passé. Il a parlé de McKinley dans son discours. Ça semble ressortir là, des boulamites, une certaine vision américaine là, qui inclut l'expansion du territoire. Ouais. Elle est très importante. Ça s'est passé en 1898. C'est une guerre contre l'Espagne qui visait le territoire de Cuba. Il fallait libérer Cuba, qui était la dernière colonie espagnole en Amérique. Et McKinley et un certain Theodore Roosevelt qui va fonder une organisation qui s'appelle les Rough Riders. Tu sais, ça vous dit quelque chose, une équipe de football? Mais les Rough Riders, à l'origine, c'est un groupe d'élite américains, de citoyens soldats qui se liguent pour libérer la dernière colonie. Donc, la guerre contre l'Espagne de 1898 a un gros caractère messianique, missionnaire. On est habité par une mission. Alors on va libérer non seulement Cuba, mais aussi... Ils n'ont pas si bien réussi à Cuba à long terme. Non, ironiquement, ils vont rendre leur indépendance aux Cubains en 1902. Vous voyez, c'était vraiment... Ils ont pu prétendre que c'était une guerre de libération. Mais il restait quelques petites grenailles, dont Porto Rico, dont les Philippines. Gigantesque territoire, très riche, très peuplé dans le Pacifique. Et ça incluait aussi les îles Marshall, une série d'îles dans le Pacifique qui les étaient... Mariannes. Les Mariannes, à Vaud. Et une partie de la Nouvelle-Guinée. Ça va donner, en somme, l'équivalent à ce moment-là d'un mini-empire colonial américain. Parce que les Américains, à ce moment-là, commencent à penser en termes de déploiement hors de leur territoire. Et c'est ça qui est important dans cette guerre-là. Notamment pour installer leur armée partout sur Terre, des bases militaires. Là. C'est ça. Il y a un terme qui s'appelle thalassocratie. C'est-à-dire que les Américains commencent à travailler leur capacité à se déployer partout dans le monde, installer des bases navales qui vont pouvoir servir de relais pour maintenir la paix dans leur territoire qui s'est pas étendu, vous avez raison, mais qui a désormais des intérêts dans pratiquement tous les pays du monde. Avec des bases comme à Guam, comme à Midway, comme à la fameuse attaque de Pearl Harbor, ces bases militaires à l'extérieur vont servir justement de relais pour la future armée américaine. Bon, connaître notre histoire pour savoir où on s'en va. J'ai l'impression qu'on n'a pas fini d'en parler. Gilles Laporte, merci beaucoup d'avoir été plaisir. là. Au revoir.